Bonsoir et merci de votre fidélité à la télévision nationale. Le Conseil des ministres du 28 juin dernier a rendu public les conclusions de la mission d'audit organisationnel, technique et financier de la filière coton au titre de 3 campagnes agricoles de 2013 à 2016. L'audit a révélé de graves irrégularités, une gestion ni transparente ni rigoureuse, des commandes non livrées, des dépenses non justifiées. L'ancien ministre de l'économie et des finances, Komi Koutié, et plusieurs hauts cadres de l'administration sont cités dans cet audit qui révèle une perte pour l'État estimée à 125 milliards de francs CFA pour les 3 campagnes cotonnières. Nous allons tenter ce soir de décrypter les dysfonctionnements, irrégularités et manquements soulevés par la commission d'audit et situer les responsabilités avec 2 invités. Monsieur Valentin Guénantin, député à l'Assemblée nationale, ancien ministre, il a été surtout ancien président du comité interministériel coton. Bonsoir, monsieur le député. Bonsoir, monsieur Mara. Et puis, monsieur François Aoudo, journaliste consultant en médias, il est co-auteur de 2 ouvrages, Bénin, une démocratie prisonnière de la corruption, parce qu'on va certainement évoquer des questions liées à la corruption, et un autre ouvrage, Les dossiers de la République, le tout récent. Pour ceux qui se demandent pourquoi il n'y a pas un représentant du gouvernement, je dois dire que nous avons tenté d'inviter quelqu'un du gouvernement par le biais de la direction de la communication qui nous a répondu que le gouvernement ayant instruit le ministre de la Justice sur ce dossier pour des poursuites, il n'était pas opportun d'en débattre sur un plateau de télévision. Voilà donc présenter ce soir mon plateau. Je vais commencer avec monsieur le député. J'ai du mal à dire député, tantôt je dis monsieur le ministre. Honorable ministre, votre nom ne figure pas dans le compte-rendu du Conseil des ministres. En tout cas, j'ai lu 3 fois. Je me suis dit, est-ce que je me trompe? Parce que la presse évoque votre nom, mais je ne l'ai pas trouvé dans le compte-rendu du Conseil des ministres. Et vous-même, vous postez un message où vous dites que tout ce que j'ai signé dans le cadre du coton a été autorisé par le Conseil des ministres. Vous êtes fondé sur quoi? Est-ce que dans le rapport, peut-être que vous avez lu le rapport de l'audit, moi j'en sais rien, vous êtes fondé sur quoi pour poster ce message? Vous l'authentifiez, non? Je l'authentifie. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Mara. Et je remercie également mon frère Aoudo pour ce débat qui va permettre effectivement, comme vous l'avez dit, de décrypter les différentes décisions du Conseil des ministres. Non, c'est vrai, vous l'avez très bien dit, mon nom ne figure nulle part dans le relevé du Conseil des ministres. Mais c'est curieux. C'est une omission ou Là, je me pose la question, parce que avant la publication, j'ai eu vent que les gens s'apprêtaient à mettre mon nom. C'est pas quel miracle, mon nom n'a plus été mis, je ne saurais le dire. Mais curieusement, ce qui pourrait vous paraître également extraordinaire, dès la nuit du mercredi 28, sur tous les réseaux sociaux, on a déjà commencé à m'attaquer. Mon nom passait partout. Le lendemain, c'est-à-dire le jeudi, déjà à la une de la plupart des quotidiens, c'est ma photo, mon nom, il y a ma photo, il y a la photo du ministre Komi et la photo de l'honorable Idriss Bako. Et le vendredi, ça a été le comble. Là, suffisamment, on a parlé de moi, avec des commentaires désobligeants. Et vous comprenez donc que j'ai compris que c'est carrément une cabale contre ma personne. J'ai cherché à lire le communiqué. Et comme je l'avais dit, j'ai lu entièrement, je n'ai pas vu mon nom. Mais certainement que les gens se disent c'est évident, puisque je l'ai dit en introduction, vous avez été le président du comité interministériel coton. J'avais été effectivement président du comité interministériel coton. Mais si vous voulez, je vais vous en parler rapidement de ce comité-là. Et c'est ça qui me paraît curieux. Parce que la période de référence dans le relevé du Conseil des ministres, c'est 2013-2016. 16, bien sûr. Alors, le comité dont il s'agit avait pour rôle seulement de superviser l'activité. Et nous étions un certain nombre de ministres dans ce comité. Et si je devrais aller de façon chronologique, je peux vous dire que de 2012 à 2013, c'était Kogindro avec le ministre Pascal Koupaki, qui était le patron donc, de ce comité. Et il y avait comme membre Sabaï Kate,
Sefou Madina. Mais ce n'est pas la référence, enfin ce n'est pas la date J'en viens. citée en référence. J'en viens. D'accord. 2013-2014. Voilà, c'est la date. C'est De Souza qui était le président, Amadou Fatouma, Jonas Bian, Alassane Djemba. C'est en 2014-2015 que j'ai été président avec membres Marcel De Souza, Komi Kounché, Aziz El Hadj Issa, Eric Ndafeu Eric, et en 2015-2016, j'ai été président. Après, je suis allé à l'Assemblée. Très bien. On va d'abord s'arrêter là pour que M. Aoudo apprécie la situation. J'imagine que le journaliste d'investigation que j'ai connu, puisque vous avez écrit des livres sur les dossiers de la République, touchant à la corruption, quand vous avez regardé le compte-rendu du Conseil des ministres, vous vous êtes dit quoi? Voilà, c'est une bombe, ou bien, enfin, nous avons de la matière? Bon, forcément, c'est de la matière pour les journalistes. Est-ce que vous êtes étonné d'abord, quand je le présentais, j'ai dit il fut président du comité? Non, je n'ai pas été étonné. Et là-dessus, je voulais dire un mot par rapport à la surprise de l'honorable Dianotin. La presse ne fonctionne pas, ne travaille pas forcément de la même manière que d'autres institutions. C'est vrai, votre nom ne figure pas dans ce rapport. Mais à partir du moment où vous avez présidé un comité, la presse va toujours au-delà de ce qu'on lui présente comme matière. C'est ça. Je crois que je ne parle pas de ceux qui, peut-être sur les réseaux sociaux, vous ont attaqué. Mais dans les médias, je ne sais en quels termes on a parlé de vous. Mais généralement, la presse ne se limite pas aux tests qu'on lui fournit. La presse cherche à aller au-delà. Et en allant au-delà, les gens se sont forcément rendus compte que, bon, vous avez, ayant présidé un comité, que vous pourriez être concerné par le dossier. Donc, c'est comme ça que moi, je l'interprète. Mais si je vais dans votre logique, M. Aoudo, il a cité des noms qui l'ont précédé en tant que président du même comité. Oui, bien sûr, mais... On n'a pas cité ceux-là dans la presse. C'est pour cela que je dis, ben, je ne sais pas si ça ne viendra pas. C'est ça aussi le problème. Je ne suis pas dans les rédactions qui ont traité l'information. Moi, je ne fais que parler de la manière dont la presse fonctionne généralement. Et c'est pour cela que j'exclus les réseaux sociaux. Mais par rapport à la presse, je sais que généralement, ils cherchent à aller au-delà de l'info brute qu'on lui fournit. Honorable Dianotin, avant qu'on aille dans les différentes irrégularités qui ont été évoquées par le compte-rendu du Conseil des ministres, est-ce que vous assumez pleinement ce qui a été dit dans le relevé du Conseil des ministres? Pas du tout alors. Pas du tout. Je crois que lorsque nous allons aborder les différents points en détail, je vais vous le dire. Honnêtement, sans vous mentir, l'explication que je me suis donnée, je me suis dit le gouvernement vise des objectifs précis à travers ce compte rendu. Lesquels? D'abord, je me dis, c'est de faire de la diversion. Franchement, de faire de la diversion. Et pourquoi vous pensez que c'est pour justement, j'en viens. C'est de faire de la diversion et de détourner l'attention du peuple des mots qui l'accablent. La misère, la précarité, tout ça, parce que vous voyez... Mais peut-être que ces mots sont dus au fait qu'il n'y a pas d'argent, du fait de ce qui est constaté dans le Conseil des ministres. Et vous voyez, c'est là où également, ça me paraît curieux. Lorsque vous parcourez entièrement le relevé du Conseil des ministres, nulle part vous n'allez trouver le mot détournement. On a parlé de pertes, on a parlé de manque à gagner, et je reviendrai là-dessus. Je ne sais pas où est-ce que les journalistes sont allés chercher et placarder à la une 125 milliards détournés. Et exactement ça confirme ce que vous dites. C'est qu'on voulait montrer au peuple, voilà les fossoyeurs, voilà ceux qui ont créé des trous, nous empêchant d'avancer, et vous êtes dans le malheur. Parce que, figurez-vous, on a lancé un budget de 2010 milliards qu'on n'est pas en mesure de réaliser même à 50%. Il faudrait bien qu'on trouve des boucs émissaires. Et je me dis également que le soubassement, parce que vous l'avez dit, et je crois que M. Aoudou aussi dit, bon, les journalistes font de l'investigation. Mais leur investigation me paraît curieuse, qu'on n'a pas parlé de ceux qui m'ont précédé. On n'a même pas parlé des ministres de l'Agriculture, qui sont les ministres titulaires de ces ministères, qui passent les commandes, qui font tout, et c'est Dianotin, c'est Komi, c'est Idrissou Bako. En ce qui me concerne, je me suis dit, c'est parce que j'ai joué un rôle actif dans le rejet de la révision de la Constitution. Bon, on verra. Mais oui, M. Aoudo, avant qu'on... Enfin, vous allez peut-être réagir à ce qu'il dit, mais moi, j'avais une question à vous poser. Est-ce que le journaliste d'investigation que vous êtes, certainement que vous maîtrisez aussi un peu les rouages de la justice, est-ce qu'un cabinet qui est commis pour un audit, est-ce que de votre point de vue, il devrait entendre les mises en cause, entre guillemets? Bon, je ne suis pas expert comptable, mais je sais qu'il arrive parfois que les cabinets le font. Est-ce que c'est une obligation? Ça, je crois que c'est un expert comptable qui peut vous le dire. Mais je sais quand même qu'il y a pas mal d'audits sur lesquels... Parce que quand j'ai lu la presse, j'ai eu comme le sentiment que tous ceux qui sont cités n'ont pas été écoutés, à moins que je me trompe. Oui, mais j'ai vu des rapports d'audit aussi où on se contente de constater les faits. Les faits.
Je crois que je suppose que c'est ce qui a été fait. Ok. J'ai vu pas mal de rapports d'audit aussi où les auditeurs se contentent de voir si ce qui a été fait est régulier, ils constatent les faits et s'en tiennent à cela. Très bien. Oui. Je vais dire un mot. D'accord, dites un mot parce que j'ai une question. Oui, l'audit répond à des critères. Et il y a 2 critères fondamentaux que l'on appelle l'impartialité et le contradictoire. Et vous voyez, le cabinet même qui est choisi, je ne sais pas comment est-ce que ce cabinet a été choisi, Maza, parce que figurez-vous, lorsqu'on voulait faire même la cession de l'outil industriel de la Sonapra, c'était Maza qui avait d'abord apporté, donc était dans l'apport. Ensuite... L'apport, c'est-à-dire? Oui, voilà, l'autre il doit constituer les capitaux pour pouvoir créer, voilà, ils ont joué un rôle actif en 2008, je crois. Maza également, c'est lui qui certifie les comptes de Sodeco. C'est un cabinet français. C'est un cabinet. Français, non? Sodeco. Oui, français. Voilà. C'est un cabinet français. Ouais, qui certifie également les comptes donc, de Sodeco. Donc il y a d'abord ces relations antérieures avec l'ancien PDG Talon, que je n'arrive pas à comprendre, et on lui confie en 2012-2013, c'est ce cabinet qui a fait l'audit de la Sonapra et ça a été demandé par la BOAD. Et maintenant, de 2013 à 2018, ils ont fait. Donc, je disais tantôt qu'il y a la transparence. Vous insinuez quoi? Une sorte de délit d'initié, c'est ça? Pratiquement, ou du moins, ce choix, je voulais bien savoir comment est-ce que ce cabinet a été choisi. Ensuite, il y a le contradictoire. Si vous devez faire un bon audit, vous devez donner le rapport à tous ceux qui ont quelque chose à dire. Et ils font leur observation. Vous annexez les observations aux documents. Et à l'heure où je vous parle, personne, en dehors peut-être des membres du gouvernement, n'est encore en possession du rapport définitif. Donc, ça continue de confirmer ce que je disais tantôt, pour dire que l'objectif, c'est beaucoup plus un acharnement politique que des choses réelles. Et lorsqu'on va rentrer dans le détail, je vais vous donner des réponses. Très bien, on va rentrer immédiatement. Vous voulez réagir par rapport à ce qu'il dit? Non, j'écoute monsieur le ministre et moi, de ma position de journaliste, je suis obligé chaque fois d'analyser les faits sous ce regard-là. Et je lui dis, mais ce cabinet, vous avez dit, vous ne savez pas comment il a été choisi, moi non plus. Mais on peut quand même se dire, puisque vous disiez tout à l'heure que ce cabinet a déjà travaillé sur la Sonapra, bon, est-ce que cela ne signifie pas que ce cabinet connaît suffisamment le fonctionnement de la Sonapra et de la filière coton au Bénin et que ça pourrait faciliter son travail. Enfin, c'est moi qui l'interprète comme tel. C'est mon interprétation à moi. Non, je suis d'accord avec vous. A priori, oui, on peut le penser. Mais un cabinet qui a certifié, qui a audité en 2012-2013, qui voit que tout était parfait, mais qui subitement, en 2013 maintenant, revient pratiquement pour dire que tout est mauvais dans le pire des mondes possibles, ça prête à confusion. Est-ce que vous avez pris le rapport précédent et le dernier rapport, vous avez constaté que c'est la même chose? Non, pour le moment, moi je table sur... On va avancer dans le dossier, on va aller dans le fond du dossier et je voudrais dire aux téléspectateurs que pour une fois, depuis que j'anime cette émission, je vais m'empêcher de poser des questions qui pourraient prêter à confusion. Je vais juste me référer au constat de la mission d'audit et citer ce qui est dit dans le texte du relevé du Conseil des ministres. Voilà. Ce texte qui révèle de graves irrégularités dans la gestion de la filière, on l'a dit, avec une perte de 125 milliards. Voilà des défaillances qui ont été citées par exemple. On parle de l'absence de règles précises, des confusions de responsabilités, ce qui n'a pas permis une gestion transparente ni rigoureuse de la filière. À ce niveau, qu'est-ce que vous dites? Merci pour la période concernée? Voilà, merci beaucoup. Je prendrai point par point. Point par point, exactement. Je crois que c'est la meilleure manière pour que les gens puissent vraiment comprendre ce qui s'est passé. Et comme je l'ai dit tantôt, je vous ai dit que de 2000... Et il y a des exemples concrets par rapport à je vais vous apporter des explications. D'accord. 2013-2016, 2013-2014, je vous ai dit tantôt que les membres du comité de suivi, le président était Marcel de Souza. Et comme membre, comme ministre, vous avez Amadou... Vous avez déjà dit ça, oui. Amadou et Fatouma, Jonas Briand, Alassane Djemba. Est-ce que ça ne vous paraît pas curieux que M. de Souza, M. Jonas, leur nom, même si c'est passé dans le rapport, même dans les journaux, qui m'attaquent... Non, mais on n'est pas là pour dire pourquoi les noms figurent ou pourquoi ils ne figurent pas. Est-ce qu'effectivement, il n'y a pas une absence de règles précises, de confusion de responsabilité, que la filière a été gérée sans transparence ni rigueur? Voilà, et si vous voulez, je vais vous aider à mieux comprendre. Bien sûr. Prenons le rapport en question, page 15. Oui. Là, vous avez cité là. Oui. On dit... Je suis à la page 15. Voilà. En effet, à la suite de la suspension de l'accord cadre entre l'État et l'Association interprofessionnelle du coton, la gestion de la filière coton au Bénin depuis la campagne 2012-2013 a connu une plus forte implication de l'État
et devrait reposer sur un dispositif transitoire défini par le Conseil des ministres en date du 29 mars 2012. Et tantôt, je vous ai dit que c'est, comment il s'appelle, Kogindro et le ministre Koupaki. Quel document, quel dispositif avait-il laissé au moment où ils ont géré ce comité-là? Ce comité, ce n'est pas un conseil d'administration. Je vous l'ai dit, c'est juste donc, pour superviser. Donc, moi, je dis c'est un faux problème qui est posé. Et si ce problème devrait se poser, ceux-là qui ont passé service à Dessouza, qui m'ont passé service, quelles sont les dispositions qu'ils ont prises? Quel est le cadre institutionnel qu'ils ont élaboré et qui pensent qu'on ne s'est pas référé à ça aujourd'hui? Monsieur Arrudo, par rapport à la question de la gestion peu rigoureuse et non transparente, en parcourant le document, effectivement, on est surpris parce que le document établit qu'il y a eu absence totale de transparence. De tests d'abord, pour encadrer le fonctionnement. C'est vrai, c'est une période transitoire, mais peut-être que si on avait veillé à mettre en place un certain nombre de tests réglementaires, peut-être que nous n'en serions pas là aujourd'hui. Il pourrait y avoir toujours... Mais c'est de la responsabilité de qui s'il n'y a pas eu de... Parce que je lis, les structures de gestion prévues pour le dispositif transitoire n'ont pas été mises en place par des actes réglementaires. Voilà. C'est de la responsabilité de qui? Les règlements, c'est généralement le gouvernement et un certain nombre de structures qui doivent les prendre. Maintenant, si ce n'est pas pris, il faut que le gouvernement de l'époque puisse expliquer pourquoi cela n'a pas été fait. Voilà. Et moi, je voudrais relever aussi, pour que le ministre Dianoté me comprenne un peu, je continue d'interpréter, et je comprends bien qu'il soit gêné par ce qui a été écrit dans le rapport. Mais en termes d'absence de réglementation, est-ce que on ne pourrait pas interpréter le fait que vous avez présidé un comité intrant alors qu'il existait un ministre de l'Agriculture, par exemple? Je pourrais comprendre le ministre des Finances et les autres. Un instant, M. Marat. Oui. Le ministre des Finances, je peux comprendre, il a un rôle un peu transversal sur la plupart des ministères. C'est moi qui l'interprète. Est-ce que le fait que vous avez présidé la commission coton, comité interministériel intrant, est-ce que ça ne pourrait pas être interprété aussi comme une maladresse? Parce que vous n'êtes pas le ministre de l'Agriculture. Mais M. Arrudo, ce n'est pas le... J'imagine que ceux qui l'ont précédé l'étaient aussi en présence d'un ministre. Ce que je dis est valable pour eux tous. Voilà. Ce que je dis est valable pour eux tous, justement. Parce que ça n'a pas commencé qu'avec lui. Oui, justement. Mais dans le même temps, je comprends, M. Dianoté va se défendre, mais dans le même temps, qu'il comprenne qu'on pourrait interpréter ce rôle que chacun doit jouer. On pourrait l'interpréter par l'absence de réglementation. Parce que si on devait faire une réglementation, le ministre qui me paraît le plus indiqué pour présider ce comité interministériel sur l'intrant, je crois, ça devrait être le ministre de l'Agriculture. J'imagine que M. Dianoté ne s'est pas imposé. Non, pas du tout. Je ne dis pas qu'il s'est imposé. Le fait qu'il se retrouve à cette place. Au fait, le comité, ce n'est pas un comité interministériel intrant, non. Non, c'est un comité intermédiaire de suivi coton. Voilà. Donc, au fait, nous supervisons toutes les activités. Et toutes les activités sont initiées. Au fait, le problème, c'était quoi? Vous avez, j'ai dit que c'est depuis 2012, quand déjà il y a commencé, il y a un problème entre l'AIC et le gouvernement. Vous savez, l'AIC, lorsque l'AIC supervisait donc cette production, on n'a jamais eu une performance passe, or pourtant vers des subventions. Oui, on était énorme à 117 millions. Et on n'est jamais parvenu. Alors, on a commencé à réfléchir, mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Et c'était à partir d'une subvention qui avait été donnée, pour laquelle on n'avait pas eu totalement la traçabilité, que le gouvernement a décidé de prendre la filière. Mais vous savez que c'est le produit qui nous permet de faire beaucoup plus d'exportation et qui donne un coup d'accélérateur à notre croissance économique. Et c'est une filière qui a tellement de problèmes. Au niveau du ministère de l'Agriculture, malgré la kyrielle des projets, on n'arrive pas à voir clair. C'est de là au niveau du gouvernement, on dit, et ce n'est pas le coton seul, tous les dossiers qui sont de gros dossiers de l'État, lorsque ça commence ne pas très bien marcher, on met des comités pour que, autant que nous sommes plusieurs ministres, puissent intervenir et aider le ministre titulaire. Donc c'est comme ça que je vous ai dit, il y a Kogindro, il y a Koupaki, il y a Dessouza qui m'ont précédé. Donc moi, ma curiosité là, pourquoi c'est mon nom et on n'avait pas cité ceux-là qui m'ont précédé? Mais votre nom aussi n'est pas cité dans le rapport. Votre nom n'est pas cité dans les journaux. Non, nous on n'est pas ici pour débattre de ce qui est écrit dans les journaux. Nous sommes là pour désobligeants. En fait, nous sommes les réseaux sociaux. Monsieur le ministre, nous ne sommes pas là pour nous référer aux journaux, mais nous référer au texte du compte rendu du Conseil des ministres. Pour le moment, et je dois préciser pour les téléspectateurs qui nous regardent que même les cadres qui ont été cités sont présumés innocents pour le moment. Il n'y a pas une procédure judiciaire qui est aboutie à leur accusation. Donc soyons clairs là-dessus. Oui, encore que, pour être clair, je voulais dire encore que nulle part dans le document, on a parlé du détournement.
Donc, Exactement. c'est pourquoi je dis, Effectivement, c'était pour ternir. Cela crève l'œil. Je crois que quand en parcourant le document, cela aussi a retenu mon attention. Je crois que le document a été suffisamment prudent autant que pour ne pas parler de détournement. On a constaté des faits. Parce que ça, c'est la justice qui pourrait peut-être... Évidemment, il appartient à la justice de qualifier les faits. Je crois quand même que le document est resté plus ou moins très prudent en tout cas sur ce point précis du fait qu'on ne retrouve pas le terme détournement à l'intérieur de ce document. Je trouve ça très remarquable. Très bien. Deuxième point, il faut qu'on évolue. Je prends le cas de la Société nationale pour la promotion agricole. On dit que c'était cette société qui était l'organe opérationnel qui a assuré la gestion des flux physiques, mais que la mise en place des intrants, la commercialisation, cette société pour faire ce travail ne s'est dotée ni de procédures ni d'outils de gestion adaptés à sa mission. Voilà. Vous savez, à ce niveau, il faut faire une clarification. Il y a la SONAPRA en tant que société qui a du manuel. Oui. Mais dans le cadre de la gestion de la transition, non par rapport à la filière, je ne peux pas confirmer ou infirmer s'il y a des procédures ou pas. Mais la SONAPRA en tant que société a bel et bien de manuel de procédure. Et les récriminations qui ont été faites dans ce cadre-là, ça c'est lié à l'approvisionnement, c'est lié au problème de dégradation de stock et autres là. Et je vais vous expliquer. Figurez-vous, en 2012, lorsque la brouille a commencé entre l'AIC, Sodeco et l'État, vous savez, c'était le PDG. Si je dis le PDG, donc ça c'est que je fais référence à M. Talon pendant qu'il n'était pas encore président. C'est lui qui avait pratiquement le monopole de tout ce qui est intrant, tout ce qui est engrais et autres là. On avait commandé les engrais. Et vous savez que le cotonnier, c'est extrêmement, comment j'allais dire, c'est une production, j'allais dire une production qui nécessite beaucoup de soins. De traitement. Oui. De traitement. On a lancé et il s'est refusé par exemple de livrer les engrais. Vous vous rappelez, le gouvernement envoyé des gens à l'ADA pour chercher. Il fallait maintenant passer au traitement. Pour les traitements, c'est lui qui devrait livrer également les insecticides. Et avant le problème de coton, il y avait le problème de PVI. Donc il faisait, pour livrer les insecticides, une exigence par rapport au fait qu'on le retourne d'abord le PVI avant qu'il ne livre. Donc il a refusé. Et si ceux qui suivent bien la télévision, vous allez remarquer qu'en ce moment, il y a un monsieur, malheureusement, il est déjà mort maintenant, qui était député, je ne sais pas, c'est de Baninka quelque part, qui passait de champ en champ pour montrer les gousses de coton pour dire voilà, ça tombe parce qu'il n'y avait pas de traitement. Et nous avions fait une réunion au moment où De Souza était président. Et on l'a supplié pour pouvoir livrer. Il a accepté. Où est-ce que vous voulez en venir par là où je vais en venir, c'est les problèmes de stock. Et des outils de gestion de la Non, je dis les problèmes d'outils de gestion. Oui. SONAPRA, en tant que société d'État, a des outils. D'accord. Maintenant, est-ce que c'est dans le cadre de la gestion de la filière qu'on a entendu dire, mais dans la gestion de la filière qui est une transition, moi je ne sais pas pourquoi on dit il n'y a pas de documents. Et ceux qui le disent, et ça je reviens là-dessus, vous pouvez bien m'excuser, parce qu'au moins, le président Talon connaît très bien la filière. Le ministre Koupaki connaît très bien la filière. Et ils ont été les premiers même à gérer cette transition-là. Et c'est aujourd'hui, subitement, qu'ils se rendent compte qu'il c'est sans procédure. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Très bien. Monsieur Aoudou, j'ai une question, là, puisque à cette étape, il n'y a peut-être pas encore de soupçon de corruption, ce qui est de votre domaine de compétence, mais la suite, c'est celle-ci. On dit la gestion peu rationnelle et peu optimale de l'achat des intrants avec une surestimation d'environ 20% des besoins. Ça veut dire que là, nous sommes déjà en train d'entrer dans la corruption au niveau de la gestion de la forcément, même si on ne cite pas de nom, ça veut dire en tout cas qu'il y a des irrégularités parce que ça ne devrait pas se passer de cette manière. Ça veut dire qu'à chaque campagne, on a surestimé les intrants. On a surestimé. Moi, personnellement, ce que je lis à cet aspect précis, je sais quand même qu'il fut un temps ici où à chaque campagne, ça peut-être... le ministre Gérontin qui était aux affaires, en temps, il a forcément plus d'informations que moi. Qu'à chaque campagne cotonnière, c'est des dizaines de milliards qu'on injectait, tantôt pour l'intrant et autres. Et quand après tout cela, on lit ce que vous venez de rappeler, à savoir qu'il y a une surestimation des besoins en intrants, quelque part on se dit, mais est-ce que ces sous qu'on avançait à l'époque, ce n'était pas des abus aussi et que ce n'était pas nécessaire d'injecter autant de sous si on dit qu'il y a surestimation? Alors, on pourrait dire, bon, on n'avait pas besoin d'autant de sous à injecter dans la filière coton. Et en plus, on n'a jamais franchi la barre des 400 000 tonnes. Des 400 000 tonnes, par exemple. Avec autant de subventions. Avec autant de subventions. Et ça a duré un certain nombre de saisons. Et c'est
cette remarque que vous venez de lire, qui retient l'attention, on se dit, bon, ok, il fut un temps ici, on était obligé d'injecter de l'argent dans le coton à chaque campagne cotonnière, et on apprend subitement qu'il y avait une surestimation chaque fois. Cela veut dire que, est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que ces subventions étaient nécessaires, en tout cas à cette hauteur à l'époque? Moi, je me pose des questions, parce que je vous ai dit, je suis obligé de lire ces observations sous ce prisme-là. Voilà. Donc vous dites qu'il y a un soupçon de corruption. Forcément. Voilà. Monsieur Dianontin, pourquoi des surestimations de 20% pour chaque campagne? Voilà, ouais, et que ça a même du sens. Quand on va dire à chaque campagne, il y a une surestimation. Et je vais vous montrer tout à l'heure dans le document que c'est faux ce qu'ils sont en train de dire. Dans le propre relevé du Conseil des ministres, quand on dit chaque fois il y a une surestimation de 20%, et c'est linéaire, ça n'a pas de sens. Et je reviens encore pour dire quoi? Pour dire, vous savez, lorsque... Non, oui ou non qu'il y a eu des surestimations? Non, il n'y a pas de... À chaque campagne? À chaque campagne, je dis le mot à chaque campagne, c'est ça que vous voulez refuser. Et je vous dis, il y en a eu à des moments je ne sais même pas si c'est la surestimation, parce que ce que moi j'ai supervisé, je vais vous dire, et je vais vous montrer, dans le document, ils ont reconnu même l'effort qui est fait. Ce que je voulais dire est que, d'abord, qui fait les estimations? Qui est-ce qui fait les commandes? Vous savez, lorsque on devrait aborder une saison cotonnière et que l'on demande, le gouvernement, même ou du moins les sociétés telles que Sonapra, telles que le ministère de l'Agriculture, là, te disent nous pouvons emblaver telle superficie. Lorsque c'est dit, il y a l'INRAB, qui fait les études pour dire à peu près les intrants dont on a besoin pour faire le travail. Et curieusement, le directeur scientifique de l'INRAB, c'est celui qui est ministre de l'Agriculture aujourd'hui. Donc, de toutes les saisons, c'est ce directeur qui fait les études qui dit il faut telle quantité. Et c'est cette quantité-là qui est commandée. La quantité. Mais sur la base de quoi, lui, il estime? Sur la base des surfaces emblavées? Emblavées, voilà. Puisqu'ils connaissent, ils savent avec pour 1 hectare, c'est sous réserve, hein, je ne sais pas si c'est 400 grammes ou quelque chose de ce genre. Donc, ils ont des formules. Donc, en partie pour la superficie emblavée, ils savent que pour l'engrais, il faut telle quantité. Pour les produits phytosanitaires également, ils ont leur formule. Et c'est l'INRAB qui donne les indications à partir de l'emblavure. Donc, s'il y a problème, on ne peut pas s'en prendre au comité que moi j'ai dirigé, par exemple. Non, enfin, là, on ne s'en prend pas à votre comité. Voilà. Je suppose que l'INRAB est... Voilà. Donc, s'il y a problème de surestimation, il faut d'abord s'en prendre à l'INRAB, il faut s'en prendre au ministère de l'Agriculture, puis c'est le ministère de l'Agriculture qui fait l'expression des besoins, qui fait les commandes. Et nous, notre rôle, c'est juste de vérifier si les choses évoluent normalement pour qu'on ne soit pas pris de coup, qu'on dise il n'y a pas tel produit, il n'y a pas tel produit. Nous ne sommes pas du tout dans l'opération que je vous ai dit. Mais est-ce qu'en fin de campagne, on ne constate pas qu'il reste des intrants non utilisés? Et voilà, à un moment donné, quand on a commencé nous-mêmes, puisque je dis moi je suis venu en 2014, juste là, nous avons constaté effectivement que les stocks finaux en fin de production étaient considérables. Alors, ce qui veut dire que c'est qu'il y a eu une surestimation. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la quantité qui a été commandée était supérieure. Et nous avons fait cette bataille aux besoins. Nous avons fait cette bataille. Surtout les ministres qui ont participé au gouvernement savaient très bien que nous avons dit c'est pas possible, ça fait de la thésaurisation. C'est vrai que ça c'est la saison qui suit. Mais on avait besoin de l'argent à un moment donné, soit pour payer les transporteurs, soit pour payer les ingrédients et autres. Et si vous constatez dans le document qui est élaboré, c'est-à-dire à la page 17, vous allez constater que dans le rapport, et je vais vous lire la partie où eux-mêmes ont dit ça, que des efforts ont été faits pour la saison 2014-2015, 2015-2016, où on est tombé à des taux. Voilà. La production de la campagne 2013-2014 comporte 20% de fibres de bas de gamme et d'importantes quantités de balles cartonnées qui seraient liées à une campagne de grenade Talim. La situation de la production s'est améliorée pour les campagnes suivantes qui affichent respectivement des taux de fibres de bas gamme de 2% et de 1%. Très bien, monsieur le ministre, on a compris clairement. Voilà. C'est vrai qu'il y a eu des surestimations, ça, on ne peut pas le contester. À un moment donné, mais les responsabilités on a corrigé. Voilà. Donc de 20%, pendant que ma président, on a ramené à 2% et à 1%. Et lorsque vous voyez également les chiffres qui sont donnés à la page 16, on a parlé des procédures exceptionnelles, de commandes. Vous allez voir que vers la fin, les montants chaque fois, les montants diminuent. Très bien. Monsieur Aoudo, je viens à une autre question. J'ai dit aux téléspectateurs qui vont peut-être s'ennuyer ce soir par rapport à mes questions, je vais me référer au compte-rendu du Conseil des ministres. Forcément. Et là, j'en viens à une situation beaucoup plus complexe. On dit que certains appels à concurrence initiés pour des achats d'intrants agricoles ont été, avant leur terme, annulés en Conseil des ministres, remplacés par des procédures de gré à gré sans autorisation préalable de la Direction nationale du contrôle des marchés publics. Là, on est en plein
dans les irrégularités. Forcément. Et déjà, je voudrais, comme le ministre Djelanté le sait, certainement, parce qu'il a été aux affaires, faire remarquer quand même que cette affaire d'audit, il faut bien se dire qu'avant qu'il n'y ait audit, généralement, peut-être c'est prévu par les tests que ça doit être fait à des intervalles réguliers, ou alors c'est prévu que ça soit fait à une échéance précise, ou alors c'est une autorité qui reçoit des informations qu'elle a envie d'approfondir. Je crois que c'est ce qui a été fait. Et quand vous lisez des passages de ce genre, je crois quand même que c'est suffisamment grave, puisque nous sommes tous d'avis qu'il s'agit de la filière qui rapporte une part importante à notre économie et que c'est tout à fait normal que si des informations de ce genre circulent, qu'on cherche à comprendre à quel niveau il y a eu dysfonctionnement, dans quelle proportion. Et il est dit que les montants des achats concernés par ces procédures exceptionnelles s'élèvent à près de 118 milliards de francs. Ce qui dépasse démesurément ce qui devrait être autorisé en matière de gré à gré, justement. Donc, par rapport à cela, il y a forcément un problème. À quel niveau se situent les responsabilités? C'est un autre débat. On peut invoquer l'urgence aussi. Peut-être que c'était urgent ou qu'il n'y avait que ces sociétés compétentes en la matière. Je ne peux pas en préjuger, moi. D'accord. Je ne peux que me limiter, me borner à ce constat et me dire que c'est tout à fait anormal. Mais quand on dit que c'est autorisé, oui, annulé en cours et en pleine évolution de la procédure et gré à gré, et on dit autorisé par le Conseil des ministres, de votre point de vue, oui, ça veut dire qu'il y a une collégialité de responsabilité, y compris le chef de l'État, c'est ça? C'est ce que cela doit supposer, parce qu'il faut déjà se poser une question en amont et se dire, mais est-ce que le Conseil des ministres est autorisé à passer outre le travail que doit faire la Commission nationale des marchés, la direction nationale des marchés publics et les tests qui sont en place. Donc il y a une question préalable à poser à ce niveau déjà. Et tel que c'est formulé à ce niveau précis, la responsabilité est forcément collégiale d'abord dans le document qui ne précise pas quel est le rôle de chacun, mais il appartiendra forcément à la justice d'établir les niveaux de responsabilité. D'abord de constater, oui, de confirmer les faits, ou bien de ne pas les confirmer, et d'établir les niveaux de responsabilité forcément. Et vous pensez que, je ne présume de rien, tout le monde est prudent, il est possible que la justice demande demain à l'ancien chef d'État d'aller répondre de ces questions? Est-ce que les tests de la République ont prévu cette procédure, oui ou non? C'est la question. Si les tests de la République ont prévu, c'est prévu. Maintenant, est-ce que ça pourrait être fait facilement? C'est un autre débat, mais je crois que c'est prévu par notre système judiciaire, c'est prévu par notre... Monsieur Djelanté, oui, qu'est-ce qui peut expliquer que subitement on arrête la procédure d'appel à la concurrence pour passer au gré à gré pour des montants de près de 120 milliards de francs CFA? Je ne peux pas me prononcer sur les montants qui sont avancés, oui, parce que je n'ai pas le rapport. Mais au moins sur la procédure de gré à gré. Qu'est-ce qui explique même la procédure en question? Ça veut dire, pour tout ce que moi je connais, je vous ai dit tout à l'heure que c'est le ministère de l'Agriculture qui initie. Toutes les formalités sont faites. Ils ont même une cellule de contrôle des marchés publics à l'intérieur. La Direction nationale de contrôle des marchés publics intervient tout le temps. Mais il pourrait arriver, exceptionnellement, effectivement, dans certaines circonstances, et comment? Je vous ai dit tout à l'heure qu'à un moment donné, par exemple, le PDG Talon avait refusé, par exemple, de livrer les insecticides. Mais pour un État responsable, avoir le nombre de personnes qui travaillent dans le coton, les plants sont déjà dans le champ. Il faut les priver complètement donc, de produits pour pouvoir faire les traitements. Et je me rappelais que c'était le PDG Talon qui avait été même la source de beaucoup d'ennuis à la filière coton. Comme le PDG ou l'actuel président de la République n'est pas sur notre plateau, non, justement, on va s'expliquer par rapport au texte. Je vais m'expliquer par rapport au contenu. On va laisser le PDG au contenu. Donc, parce qu'il n'est pas là pour se défendre. Tout à fait. Ayant refusé donc de livrer, et là, vous pouvez poser la question aussi bien à Sabaï Katé, bien qu'étant de la mouvance, à Jonas Bian, bien qu'étant de la mouvance, et au DG Bako. Ils ont dû aller dans la sous-région pour aller chercher des produits. C'est ça qui explique... Non, je vous dis, moi je suis pas le ministre de l'Agriculture. Tassia commande, c'était alors le ministre de l'Agriculture. Je n'en sais absolument rien. Mais je me dis, je suis en train de vous expliquer que j'ai connu des situations d'urgence, où on peut... Puis celui qui devrait livrer a refusé de livrer. C'est pas si vous comprenez. Celui qui devrait livrer a refusé de livrer. Et voilà que les plants sont déjà sur le champ. Il faut nécessairement les sauver. Donc les gens sont allés même jusqu'en Ukraine. Ils ont reçu, comme vous appelez ça, le visa. Le fournisseur a accepté, ils ont reçu le visa, ils sont partis. Et je parle de bien qu'étant dans la mouvance, il peut le parler. Ils sont allés là-bas, on dit, je ne vous livre plus.
Oui, mais où est la responsabilité de l'ancien PDG Mais il n'est pas ukrainien. non, parce qu'en réalité, c'est lui-même qui devrait avoir ses produits de là-bas et livrer ici. Quand il a refusé de livrer, les gens sont allés là-bas pour chercher. Donc, les comptes rendus qui ont été faits, c'est lui qui a téléphoné là-bas pour demander aux gens de ne pas livrer. Vous avez la preuve de ça? Ça me paraît. Comme il n'est pas là, Oui, voilà, vous dites des choses suffisamment graves. Non, je dis rien de grave. On n'a pas la preuve de son coup de fil. Donc, Biyan, qui a fait le compte rendu. non, Guyane non plus n'est ici pour mais je vous répondre. dis, non, je suis en train d'expliquer simplement Que des situations peuvent. Voilà, on va s'en tenir à ça et non pas ça ne citer pas les chiffres qui ont été avancés. Très bien. Et je dis une fois encore que celui qui fait la commande, c'est le ministre de l'Agriculture. Et je n'ai pas été ministre de l'Agriculture, donc je ne peux pas expliquer. Mais je dis des cas pouvaient amener. Et aujourd'hui même, au niveau du gouvernement qui est là, combien de fois on n'a pas entendu même les marchés de gré à gré. Je ne défends pas, je ne sais pas si on comprend. Mais des cas extrêmes d'urgence peuvent amener dans ce cas-là. L'État à prendre des décisions dans ce sens. Sans que la proportion dans laquelle l'État peut décider soit limitée. Voilà, c'est ça la question. Non, la question est la suivante. Oui. Gré à gré pour un marché de 118 milliards de francs CFA. C'est le montant. Oui, c'est bien écrit ça. Ils ont parlé du cumul. Oui. Ils ont parlé du cumul. Et ils ont parlé d'abord de 58 milliards pour une saison, 50 milliards pour une saison et 10 milliards pour une saison. C'est possible. Non, les montants, je vous dis, je ne peux pas me prononcer sur les montants. D'accord, ok. D'abord, les montants qui sont mis là, c'est le cabinet qui a mis. Je ne sais pas ses sources. Quelle évaluation il a faite. Parce qu'on a dit, tout ça ici, c'est des estimations. Je dis, je ne suis pas non plus ministre de l'Agriculture. Ceux qui sont mieux placés, et curieusement, on ne parle pas d'eux, c'est les ministres de l'Agriculture là, qui peuvent nous donner et certifier ces chiffres-là. Tout ce que moi je dis, c'est le principe qu'il pourrait arriver, compte tenu des difficultés qu'on a créées lors de la gestion de ces filières-là, qu'on ait recours à des situations d'urgence. Mais ce n'est pas parce qu'il y a urgence qu'il faut violer les tests de la République. Voilà. C'est pas parce qu'il y a urgence qu'il faut violer les tests. Donc, si c'est violé, ça veut dire que c'est les ministres de l'Agriculture qui ont violé. Donc on s'entend que sur certaines conditions, on peut faire du gré à gré, même avec des montants énormes, si... Non, je n'ai pas dit montants énormes. Sur l'urgence... C'est sur les montants que moi... C'est sur les montants, parce qu'on est en milliards, hein, oui, monsieur le ministre. Maintenant, il faut voir les milliards. Le milliard ne sont pas ici, là, par rapport au volume total de la saison. Très bien. Non, ça dit, il faut être prudent. Donc moi, j'ai donné le principe sans pour autant défendre la violation des règles de droit qui régissent notre État. Le Conseil des ministres, disons l'audit, relève aussi des cas de paiement de commandes non livrées qui portent sur des montants faramineux. On parle de 957 milliards. Qu'est-ce qui peut l'expliquer? Là, on est en plein dans la corruption. Il n'y a aucune explication à donner à cela. Sauf que les personnes mises en cause, je ne dirais pas, ne sont pas accusées pour le moment, mais les personnes qui ont géré ce dossier puissent expliquer ce qui s'est passé. De constater que la filière coton était une vache à lait, une filière vache à lait, on peut le dire comme ça. Mais ça c'est clair. Pour un certain nombre de personnes, on le constate. De toutes les façons, ce rapport d'audit, ce communiqué confirme qu'il y a de sérieux problèmes dans ce secteur-là et que si on y prend garde, ça risque de nous conduire très loin. Parce que quand on regarde ces montants, ça fait froid dans le dos. Parce que quand vous dites jusqu'à 900 millions de commandes non livrées, alors que quand c'est livré, il y a toute une procédure, il doit y avoir des bordereaux qui certifient que cela a été livré. Il est question aujourd'hui que les personnes qui les avaient réceptionnées, si c'était faux, que ces personnes puissent dire non, ce n'est pas vrai, ça a été effectivement livré et nous l'avons réceptionné. Mais à ce niveau, vous voyez qu'il appartient simplement à la justice d'établir la vérité dans ce dossier. On y est. À propos de justice, je pensais poser la question un peu plus loin, mais qu'est-ce qui va se passer? Le ministre de la Justice a été instruit pour des dispositions à prendre, pour des poursuites judiciaires. Ça signifie quoi concrètement? Il va saisir la justice? Qu'est-ce qui pourrait se passer entre la publication? Le travail du gouvernement va s'achever à partir du moment où, pour ce que je sais, hein, c'est toujours comme cela que ça devrait, en tout cas, c'est ce que les tests sont prévus. Dès lors que le gouvernement va engager une procédure devant la justice et confiera le dossier à la justice, il appartiendra désormais à la justice de faire le travail selon ses règles. Et là, le gouvernement aura fini de jouer son rôle. Oui, sauf si, à la fin, il a établi maintenant qu'il y a des personnes qui ont été mises en cause, qui ont été condamnées. Je vous pose la question parce que depuis que cet audit a été publié, c'est vrai qu'il y a une sorte d'euphorie dans l'opinion publique, mais il y a aussi le scepticisme. Beaucoup de gens se disent, on a déjà vu des cas comment vous appelez ça, de non-lieu. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce qui nous prouve non, mais non, vous ne pouvez pas vous limiter au non-lieu et de ne rien faire. Je crois que c'est... Vous venez de fournir un élément qui devrait rassurer aussi bien monsieur le ministre Dianoté, qui n'a d'ailleurs pas été cité, que d'autres personnes. Ça devrait les rassurer que un rapport d'audit n'est peut-être un instrument, un outil qu'on fournit au juge
et que le juge ne s'enferme pas simplement sur un rapport d'audit. Nous avons eu des antécédents. Récemment, on a vu le cas qui a gêné pas mal de gens, mais il se fait qu'on ne peut pas dénier au juge le fait d'avoir joué son rôle, parce que nous sommes dans un système de séparation de pouvoir où il appartient au juge de trancher, et il l'a fait. Donc, dans ce cas aussi, nous ne pouvons pas rester ici et préjuger de ce que la justice va décider. Donc, voilà ce que moi je voudrais dire. Voilà. Et cela devait rassurer les uns et les autres. Si vous permettez bien. Oui, avant que je pose. Je voudrais revenir sur le concept. Lequel concept? C'est-à-dire les marchandises non livrées. Non livrées, oui. Parce que j'ai entendu M. Aoudou dire oui, que ça confirme effectivement les soupçons de corruption. Oui. Non. Qu'est-ce qu'on appelle marchandises non livrées? Puis on dit, vous savez, lorsqu'il y a des commandes publiques, il y a eu des moments où il y a des avances qui sont payées. Je dis, une fois encore, je m'explique sur le compte rendu du Conseil des ministres. C'est le document que nous tous. Je n'ai pas le rapport d'audit. Donc les montants également, je ne les certifie pas non plus. Mais de principe, lorsque vous payez des avances, je crois que dans le contrat de marché même, tout est décrit. Comment est-ce que ça va être livré, où est-ce que ça va être livré, tout ça là. Donc si c'est des avances qui avaient été faites et que les gens n'ont pas livré, on peut toujours recourir à ceux-là qui ont reçu. Encore que, dans les conditions, il y a des cautions que les gens constituent auprès des banques. Donc on peut même réaliser ces cautions-là. C'est pourquoi je dis, on a fait la rédaction d'une manière, franchement, à faire croire à la population qu'il y a des dérives extraordinaires. Donc c'est pas que on a fait des paiements, qu'il y a fausse livraison, non. On a bien dit ici, non livré. Ça veut dire que les gens n'ont pas livré. Pourquoi les gens n'ont pas livré? Là aussi, comme vous avez dit qu'il y a des gens qui ne sont pas sur le plateau, je ne vais pas évoquer leur nom. Je sais, je connais des cas. Et j'ai eu les plaintes pendant que j'étais président du comité coton, où les gens sont allés nous voir pour dire, nous avons fait les commandes, mais on nous a bloqué, Donc, étant donné que vous ne voulez pas qu'on cite des noms, je m'en tiens de ça. Donc, pour dire simplement que l'État n'a qu'à se référer à ceux-là qui ont reçu ces sous-là, qui n'ont pas livré, et rentrer dans les fonds. Très bien, la justice. Mais si vous parlez de l'État, c'est que vous renvoyez le dossier à la justice. Non, mais oui, on est tous en train de dire la même chose. C'est la justice qui va. D'accord. Monsieur le ministre, pour une question aussi sur les questions de non-justification, on parle de dépenses non justifiées pour un montant de 39 milliards de francs CFA. Très bien. Qui sont relatives à des fonds mis à la disposition des directions régionales de la SONAPRA, 1,5 milliard qui se rapportent à des primes et indemnités payées sans réglementation, sans acte réglementaire. Parfait. Alors, donc très bien, on a dit des dépenses non justifiées, 1 milliard de plata. Et ces primes-là, c'est payé à qui? On parle d'argent. On a dit, réglementaire, à des comités et commissions mises en place. Oui. Et très bien, moi, ça fait plaisir. Vous voyez, c'est ça que je dis. Ces primes, pourquoi? Très bien, voilà. Je vous ai dit, je ne suis pas dans l'opérationnel. Et je défie quiconque va me dire, en tant que président du comité, en tant que même membre d'abord, c'est membre, je n'ai jamais perçu 1 franc de prime. Je veux que ça soit clair et net. C'est pourquoi qu'on a mis les comités, les commissions. C'est pourquoi je dis qu'il ne faudrait pas que les gens racontent n'importe quoi dans la République. Il ne faudrait pas qu'ils occupent inutilement la population. Monsieur le ministre, vous regardez les téléspectateurs en disant vous avez été président du comité, vous n'avez perçu aucune prime. En tant que membre du comité... Président. Attendez, j'en viens. En tant que membre du comité interministériel, en tant que président du comité interministériel entre 2014, 2015, 2015, je n'ai jamais perçu 1 franc comme prime au niveau de la commission. Je n'ai jamais perçu 1 franc de pot de vin chez un fournisseur, chez un ministre de l'Agriculture, chez n'importe quel ministre, chez un directeur. Je défie tout le monde. Je regarde droit dans la caméra et je le dis. Est-ce qu'on peut en dire autant pour tous ceux qui ont géré cette filière, M. Aoudou? Je ne saurais le dire. Parce mais c'est quand même une nébuleuse. Mais je suppose que si le cabinet avait découvert des documents qui établissaient qu'il était normal qu'on paye des primes aux uns aux autres, le cabinet n'allait pas relever cette irrégularité. Maintenant, je voudrais m'intéresser à un aspect quand même. Je comprends bien le ministre Dianotin, mais en tant que président de ce comité, quel était votre rôle alors? Est-ce que votre rôle ne s'étendait pas à vous assurer que tout se passait normalement? Dans la transparence. Dans la transparence, tout au moins. Et c'est là où moi je me demande si vous ne voyez que vous n'avez rien. Quelle est la responsabilité que vous attribuez vous-même par rapport à au cas où ce serait confirmé, le contenu? C'est ma question à moi. S'il y a des primes à payer, oui. Vous voyez, c'est bien dit. Hein? S'il y a des primes à payer, on dit des primes dans les directions régionales, SONAPRA, tout ça là. Qu'est-ce que j'irai à faire là-bas? C'est-à-dire, nous, on est une superstructure. Et je vous ai dit, les choses sont tellement démembrées que dans les différentes directions, que ce soit d'abord le ministère, c'est le ministère qui est le ministère du budget. Après, il y a la SONAPRA, il y a l'ONS, il y a tout ça là. Donc, nous n'encadrons que les choses qui arrivent
en communication au Conseil des ministres. Donc, puisque celui avec qui nous travaillons le plus directement, c'est le ministre de l'Agriculture. Lorsqu'il y a des communications sur des choses qui sont liées au coton, soit pour faire ses commandes, soit pour, quand il y a blocage, on n'envoie pas les militaires, très bien. On envoie les militaires, par exemple, pour aller aider à ramasser tout ça là. Donc, le comité se réunit pour voir les différentes commandes qu'on peut faire là. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, on a fait l'effort, nous, en envoyant le stock final, le stock qui reste, pour pouvoir réduire les marges et réduire même les commandes à passer. Donc, c'est une coordination que nous faisons. Nous n'avons pas à rentrer dans les sociétés pour voir quelles sont les primes qui sont payées, quels sont les... Non, ça, c'est pas notre rôle, ça. C'est pas du tout notre rôle. Mais c'est et important. moi, personnellement, je vous l'ai dit, je n'ai rien perçu comme prime. Je n'ai perçu rien comme pour devenir qui que ce soit. Et je défie tout le monde. Et je vivement que la procédure judiciaire... Oui, mais quand vous êtes, comme le dit M. Aoudou, président d'un comité, qu'on dit par exemple des primes et indemnités, primes de supervision de l'égrenage, primes spéciales d'astreinte, non prévues dans le décret de réquisition des usines et qui sont versées pour un montant de 524 millions aux agents de la SONAPRA impliqués dans les opérations de coordination des usines de la SODECO. Tout ceci sans aucun acte réglementaire. Vous êtes président du comité. Monsieur Mara, cela doit vous interpeller. Je suis président du comité interministériel. Oui. Il faut que les choses soient bien claires. Oui. Interministériel. Y compris donc le ministère de l'Agriculture. Y compris le ministère de l'Agriculture qui est aussi membre. Je ne vais pas m'occuper de la gestion du ministère de l'Agriculture à la place du ministère de l'Agriculture. Et ces différentes sociétés qui ont des directeurs, qui ont des conseils d'administration. Mais pourquoi on ne leur pose pas la question et ça, on va me demander, moi, le ministre, ça mon portefeuille, je ne fais que coordonner l'activité pour que les choses marchent et il y a eu des résultats clairs et nets. Mais approuvés. Vous êtes en train de nous dire indirectement que si, on n'a pas de doute sur un document du Conseil des ministres, ça veut dire que les différents ministres de l'Agriculture devraient être interpellés, M. Aoudou. Mais c'est ça le problème. Bon, c'est ce que le ministre a dit. Mais si le communiqué et le rapport n'ont pas fait mention de ces ministres de l'Agriculture et que la justice juge nécessaire de les entendre, je crois que forcément ils iront là-bas se justifier. Oui. Donc il n'y a aucune crainte par rapport à cela, justement. Monsieur Marabi, est-ce que ça ne paraît pas paradoxal que l'on parle de coton sans parler des ministres? Non, non, justement, c'est pour ça que je vous dis, non, ça ne vous engage pas, moi ça m'engage. Voilà. Ça m'engage ce que je dis. C'est pourquoi je dis que c'est un acharnement, parce que si vous voyez les différents ministres de l'Agriculture, il y a des choses que je ne vais pas dire ici. Est-ce qu'on sera devant la justice, je vais le dire. Est-ce que ça ne paraît pas curieux qu'on parle du coton? C'est même un enfant qui est même dans les supermarchés peut comprendre ça. Et on n'évoque pas le nom d'un seul ministre de l'Agriculture. Et c'est eux qui font les commandes. C'est eux qui ont les différentes directions sous leur tutelle. Parce que tous, ils sont du côté de la mouvance. C'est paradoxal. On est allé jusqu'à parler du ministre des Finances. Vous l'avez dit, ça fait je comprendre. Parce qu'il a joué un rôle transversal. Oui. Mais Komi a été ministre, par exemple, en 2014. Mais Brian, par exemple, qui était ministre en 2013, alors que c'est 2013-2014, on n'a pas parlé de lui. Parce que dans la mouvance, il est à le mois. Ça trompe l'œil, franchement. Non, on ne peut pas dire ça. On va peut-être attendre que la justice dise ça. Oui, vous avez dit pour ce qui concerne la SONAPRA, par exemple, il y avait des manuels de procédure. Mais je suis en train de lire en tant que SONAPRA. Maintenant, pour ce qui concerne la centrale d'achat des intrants agricoles, là aussi, on parle d'inexistence de manuels de procédure formalisés. Bon, là, je ne peux pas. Vous ne pouvez pas répondre. Me prononcer sur ça. Oui, tous ces détails confirment quand même au moins un point important. Qu'il y a une nébuleuse. Non seulement il y a une nébuleuse, mais qu'à la base de cette confusion, qu'il y a le fait qu'il n'y ait pas eu un règlement. Même si c'était dans une période transitoire, s'il y a bien compris le ministre, c'est le fait qu'on n'ait pas pris la peine de mettre en place une réglementation claire. Peut-être que cela aurait évité un certain nombre de difficultés que nous relevons dans le document aujourd'hui. Je crois quand même qu'à la base, ça, mon interprétation personnelle est que parce qu'on était dans une période transitoire, vous n'avez pas peut-être pris la peine de mettre en place la réglementation qui permet. Quand vous référez tout ça à moi, là, je ne suis pas d'accord avec vous. Non, on ne se réfère pas à vous. Quand on dit vous, ce n'est pas M. Dianotin. Ce n'est pas forcément au comité même, disons à tous ceux qui ont géré. Je me réfère au comité. Moi, je m'adresse au comité et non à vous. Voilà. Puis le comité, moi, je dis, je suis la troisième génération. Il y a Kougendro, il y a Koupaki, il y a tout ça. Non, ne citons pas tout ça parce que la justice peut. Non. Tous avons été présidents. Et je vous dis que le rôle du comité n'est pas d'aller à l'opérationnel. Et je prends quand même la CIA dont vous parlez. La CIA, c'est beaucoup plus les intrants céréaliers. C'est pas le coton en tant que tel. Mais il y a quand même le coton, puisque c'est une filière qui est la CIA, c'est centrale d'achat des intrants agricoles. Mais quand il y a là, précisément, vous le demandez, il s'occupe plus des céréales. Il se passe beaucoup de céréales. Et là, pour éviter donc cette confusion, entre les derniers moments où je suis resté, nous avons demandé même que les commandes soient des commandes séparées. Qu'on fasse les commandes de coton au niveau de la SONAPRA et les commandes des produits vivriers là séparément.
Et nous avons veillé à minimiser pour pouvoir être proche. Et c'est ça qui fait même créer des problèmes. Nous avons envoyé des gens dans les différentes structures, les magasins, pour vérifier le stock existant. Et lorsque le ministère de l'Agriculture, et voilà le rôle pardon, que le comité a joué, le ministère de l'Agriculture a fait ces expressions qui sont largement au-delà donc des besoins réels, en tenant compte du stock existant, nous avons réduit. Très bien, on est à la fin de l'émission. On m'a fait signe tout à l'heure. On va faire le dernier tour de table. C'est un débat ouvert. Hein. Oui, tout à fait. On sait qu'on ne peut pas l'épuiser en une émission de Ce 52 minutes. Ce n'est même pas un débat que la presse doit épuiser. Voilà, on ne peut pas l'épuiser, Monsieur François. Oui, ce que je voudrais dire. Comment voyez-vous l'issue de ce feuilleton, comme disent les journalistes? Oui, l'issue de ce feuilleton, c'est la justice qui nous le dira. Nous ne pouvons que faire des projections ici et espérer que quand le dossier sera devant la justice, il appartiendra au juge de pouvoir établir les niveaux de responsabilité et montrer que tel n'est pas impliqué, tel est impliqué à tel niveau avec tel niveau de responsabilité. Si comme dit M. Diamantin, il y a des gens soutenant le pouvoir qui sont impliqués, vous pensez qu'ils peuvent être interpellés par la justice? Mais je crois que le ministre Diamantin est là pour nous rassurer qu'ils peuvent être interpellés. Il a été garde des Sceaux dans ce pays, le ministre Diamantin, et il sait comment la justice fonctionne. Il a administré notre justice. Et ne pas le confirmer ici, s'il ne le confirme pas ici, il aurait inquiété toute la nation béninoise. Donc la première personne qui devrait faire confiance à la justice, c'est le ministre Diamantin. D'abord parce que vous ne craignez pas un deuxième non-lieu, vous? Il n'y a pas à craindre ou à accepter. On attend ce que la justice décide, nous l'acceptons tous, c'est tout. Très bien. Monsieur Diamantin, une question pour finir. Vous allez boucler donc l'émission. Êtes-vous prêt à répondre devant la justice? Absolument. Absolument. Et je dis pour peu que notre justice soit véritablement indépendante, ça va nous permettre de mettre à nu ceux qui sont les fossoyeurs de cette économie. Vous avez dit dans votre... les fossoyeurs de cette économie. Et ça va nous permettre également d'aider les gens à savoir que tous les autres dossiers qui étaient même pendant de coton devant la justice, pourquoi c'est bloqué. Et je vais vous dire quelque chose, parce que si je ne le dis pas, ça me ferait mal. Je vous ai dit que c'est pour divertir. Non seulement c'est pour divertir, il y a une commission d'enquête parlementaire. Il y a une commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée. Et vous allez voir, le gouvernement veut juste bloquer cette commission d'enquête parlementaire. Parce qu'avec la commission d'enquête parlementaire, nous nous réunissons demain. Quelle commission parlementaire le gouvernement veut bloquer? Justement, c'est-à-dire, il y a eu une question orale au gouvernement sur la SONAPRA. Oui. Après, notre collègue a fait une proposition pour qu'on mette sur pied une commission d'enquête parlementaire sur le problème de la SONAPRA et coton et autres. Avec cette commission, ils vont aller sur des années bien antérieures à 2013. Et ça va rattraper les princes d'aujourd'hui. Et pour pouvoir l'empêcher, qui vous appelez les princes d'aujourd'hui? Bon, le gouvernement, les membres du gouvernement. D'accord. Parce que j'ai l'ancien président était PDG. Comme vous ne voulez pas que je parle de ça, je ne voulais plus appeler son nom. D'accord. Vous voyez? Alors, parce que l'article 155 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale dit, lorsqu'il y a une commission d'enquête parlementaire, le président de l'Assemblée saisit le garde des Sceaux. Et lorsqu'on dit que le dossier est pendant la justice, on ne peut pas avancer. Donc c'est pour éviter que l'on aille dans les années 2006, 2008, à la... Oui, monsieur, on ne va pas relancer le débat. Non, pas relancer le débat. Mais sur ce point précis, je voudrais rassurer le ministre Diamantin. Je suis d'accord, mais ce n'est pas parce que cette commission, même si la commission a travaillé, on finirait par aller devant la justice. On n'a qu'à laisser le dossier aller à la justice. Dernière petite question pour boucler l'émission, parce qu'on est à la fin de l'émission, on ne va pas rallonger le débat. On aura une autre occasion pour revenir sur d'autres aspects. Vous êtes député, tout le monde le sait. Demain, si il était demandé la levée de votre immunité, quelle serait votre réaction? Mais pourquoi je vais me poser? Je vous dis ce dossier-là. Parce que vous semblez vous victimiser. Vous avez dit dans le message posté, je parle trop, c'est mon péché. C'est mon péché. Je confirme et je répète. Vous avez dit je parle beaucoup et c'est mon péché. Je parle et je dis ça, quel que soit ce que les gens m'ont fait, je continue toujours à parler et à avoir une position de divergence à la position du gouvernement, à moins que le gouvernement se mette vraiment à s'occuper des problèmes sociaux. Donc vous êtes prêt à ce que votre immunité soit levée? Je suis prêt à assumer cette histoire et pour dire tout ce que je connais, et vous allez voir ceux qui seront arrêtés dans d'autres. Merci beaucoup, nous sommes à la fin de cette émission. Coton, audit explosif, on verra bien l'issue avec la justice. On a tous confiance à notre justice. Comme invité sur le plateau, nous avions Valentin Diamantin, député, ancien président du comité interministériel Coton, et puis François Aoudo, journaliste consultant. Merci de nous avoir suivis. On va poursuivre la réflexion pour les prochaines fois. Merci à l'équipe de réalisation conduite par Christelle Sagouan. Bonsoir et à dimanche prochain.